Quand elle veut exercer le pouvoir, elle a pris tout le pouvoir. Elle a dit non, au nom de mon groupe et même de mon parti, je persiste et je signe. Voilà. Merci, Monsieur le Président, vous pensez bien. Ça, c'est le partage de la chrétienté. Monsieur le Président, merci de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je voudrais vraiment faire un témoignage. Pour une fois, on ne peut pas se plaindre. On a un vrai ministre. Monsieur le ministre, nous vous suivons avec attention. Bien que jeune, vous faites honneur à la République. C'est bien. Vous assumez votre fonction comme il se doit. Mais... Félicitations, Monsieur le ministre, et continue comme ça. Il n'y a pas de mais. Je voudrais ensuite dire au Président, j'ai suivi avec délectation la plaidoirie que vous venez de faire de l'école professionnelle. Pour nous, les enfants de paysans, on est toujours très sensibles à l'école professionnelle. Merci, Monsieur le Président, d'avoir honoré cette école. Et l'honorable Tchongo mérite aussi que nous lui témoignions notre reconnaissance de montrer que, en partant de l'école technique, on peut devenir et prétendre à tout ce que l'on veut. Bravo, mon cher Tchongo. Monsieur le ministre, vous voyez bien que, comme toutes les roses, il y a toujours des épines. Mais, monsieur le ministre, nous allons construire. Il s'agit simplement d'un projet qui était dans votre département vers les années 93. Souffrez que je sois si vieux. C'est un projet qui était financé justement par la BAD, oui, la Banque africaine de développement, et qui était lié à la réhabilitation et à l'équipement des écoles professionnelles dans l'ensemble du pays. Ce projet a été suspendu vers les années 96 pour des arriérés que le pays avait vis-à-vis de la BAD. Je crois, Monsieur le ministre, que cette Assemblée vous soutiendra si vous vouliez remettre ce projet en vigueur pour que nos partenaires, qu'il s'agisse de la BAD ou de l'Union européenne, puissent nous permettre d'équiper et de réhabiliter ces écoles professionnelles pour lesquelles je plaide. Monsieur le Président, il faut quand même terminer avec un petit mot agréable. Vous m'avez vu absent, Monsieur le Président. Je suis allé honorer cette Assemblée et vous-même parce que, pour une fois, nous étions visités par une dame, secrétaire générale de l'Assemblée nationale du Congo-Brazza et qui a en plus le privilège de s'appeler Kiakwama. Oh. Je me suis donc payé le luxe de le recevoir en votre nom. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci, honorable Kiakwama. Je crois que l'honorable Kiakwama... Ça fait juste 7 minutes. Hein. Merci. Le groupe PDD, collègue Boulambo, vous avez au total, comme tout le groupe, 45 minutes. Donc, je vous disais que vous avez droit à 45 minutes pour l'ensemble du groupe. Donc, débrouillez-vous, je vois, j'ai 3 noms. J'espère que ça ira. Allez-y, collègues. Monsieur le Président, je voudrais demander
solliciter votre indulgence pour que je m'adresse d'abord à vous, le bureau, pendant quelques minutes. Et je crois que ce temps ne nous est pas compté. C'est nécessaire, Monsieur le Président, c'est important. Allez-y, collègues. Merci, Monsieur le Président. La loi est la même, elle frappe tout le monde de la même manière. Dura lex, c'est de l'ex. On verra. Non, je voudrais m'adresser au bureau. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Si j'ai demandé cette possibilité, c'est parce que, Monsieur le Président, l'atmosphère dans la salle, l'ambiance dans la salle devient de plus en plus dégoûtante. Pourquoi? Monsieur le Président. Pourquoi elle est dégoûtante? Nous avons, oui, Monsieur le Président, et je pense qu'il est question que l'on voie les responsabilités à tous les niveaux. Monsieur le Président, moi, je m'appelle Boulambo Kilosho Jean-Marie. J'ai été et j'ai géré aussi dans ce pays, Monsieur le Président. Et quand j'ai géré, c'était sous l'autorité de quelques ministres qui se retrouvent ici, dans cette salle. Je vois du côté gauche le ministre Timothée Katanga. De ce côté-là est toujours assis le ministre Paipai Ouassagasigé, qui, sous l'autorité de qui j'ai eu à créer la DGRAD, et Modeste Bahati Lukwebo, qui est à vos côtés, et co-signataire de cet acte. Monsieur le Président, je continue. Après Bahati, je dis, il y a encore parmi les ministres Kiakwama, il y a Idambito de l'autre côté, il y a, j'ai travaillé quand Mwamba était ministre, j'ai eu Kachoba comme vice-ministre, et derrière moi, il y a M. André-Philippe Fouta. Monsieur le Président, nous avons travaillé, nous sommes des humains, nous n'avons pas changé le monde. Et je ne peux pas penser un seul instant que quand nous venons ici, que nous présentions certains comme étant l'obscurité et d'autres la lumière, Monsieur le Président. Et que je voudrais vraiment en appeler à votre sens de direction pour que notre Parlement retrouve, notre Assemblée nationale, retrouve la sérénité, que nos débats soient débarrassés d'injures, soient débarrassés de propos discourtois, parce qu'à la lire où vont les choses, nous allons en arriver dans cette salle où les gens vont s'empoigner. Et ce sera ridicule, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le deuxième point. Par rapport à ce que vous dites là, d'ailleurs, vous avez déjà un temps allongé, parce que ce n'est pas un point qui concerne particulièrement le budget, ça s'adresse à tous, donc vos minutes ne sont pas perdues pour cette partie. Merci, Monsieur le Président. Ensuite, le bureau est heureux que vous, au moins, vous ayez le courage de dire ce que nous disons toujours et de nous rappeler le règlement intérieur. Ça ne fait pas de l'honorabilité si l'injure prend place dans nos têtes et dans nos discours. Ça ne fait pas de l'honorabilité si la télévision est mise à contribution pour nous descendre en flammes. Ça ne fait pas de l'honorabilité. Au sortir de la salle, si on peut pointer de doigt certains d'entre nous pour avoir tenu des discours orduriers ou pour avoir été déshabillés par les députés. Chers collègues, je vous invite à observer le règlement intérieur et à suivre le sage conseil de notre ami Boulambo. Et cela vaut pour tout le monde, opposition comme la majorité. Je vous remercie. Allez-y. Le deuxième point, Monsieur le Président, que je voudrais aborder avec vous, le bureau, concerne peut-être le budget. Monsieur le Président, le budget de la République, c'est une loi. Et nous l'appelons d'ailleurs loi de finances de l'année. Il est voté solennellement par nous les députés et il est promulgué par le chef de l'État. Donc il s'impose à tout le monde. Les règles, les modalités et les compétences de gestion du budget de l'État
sont édictés par une autre loi financière, celle-là. Cette loi, Monsieur le Président, la loi financière, fixe les conditions et les circonstances des virements de crédits budgétaires votés par le Parlement, dont le montant et l'objet sont limitatifs. C'est l'article 13 de la loi financière. Les articles 31 et 32 de cette même loi organisent les conditions et définissent les compétences en matière de virement de crédits. Je peux, si vous le permettez, Monsieur le Président, lire ce que dit la loi des finances. Il est dit ceci, Monsieur le Président. Tout virement de crédit du budget de dépenses courantes au budget de dépenses en capital et investissement doit être effectué par l'Assemblée nationale. En cas d'urgence, le président de la République donne les mêmes prérogatives par voie d'ordonnance. Le président de la République peut, sur proposition du ministre du Budget, effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponibles, mis à la disposition des services centraux. Alors, sur proposition des ministres, le ministre au budget est autorisé, après avis conforme du Conseil exécutif, donc du gouvernement, à effectuer des virements parmi les crédits de fonctionnement disponibles d'un même ministère ou bien d'une même entreprise. Le Conseil législatif, donc le Parlement, l'Assemblée, le Parlement, par un état descriptif du ministre du Budget et immédiatement ou à l'ouverture de sa plus proche session, informer des virements de crédit effectués conformément aux dispositions du présent article. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, parce que nous sommes en train de parler du budget, à l'ouverture de cette session, vous avez rompu avec le langage de bois et vous avez, Monsieur le Président, décrié ici dans cette salle une gestion calamiteuse du budget. Mais ce n'était pas suffisant. Et quand le président de l'Assemblée, le titulaire, est venu, il a dit que plus rien ne serait comme avant. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, le budget a été exécuté 2008, exécuté en désordre. Le gonflement des crédits budgétaires par-ci, la privation de certains qui en ont été bénéficiaires par-là, ce qui équivaut à des virements de crédit. Je voudrais savoir si l'Assemblée nationale, donc vous le bureau, vous avez été informé de tous ces virements de crédit et du désordre qui en a résulté. Collègues, parce que vous adressez au bureau, je vais vous donner une réponse directe et simple. Nous avons, pour cette année, depuis le mois de mars, écrit par 2 fois au gouvernement de nous transmettre les données sur l'exécution du budget, de manière que le règlement intérieur qui prévoit les évaluations trimestrielles par l'ECOFIN soit respecté. Nous n'avons jamais eu de réponse et vous le savez, on vous l'a dit. Vous le savez parce que communication vous en a été faite toutes les 2 fois par le président Vital Kamerhe dans cette salle. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Ceci dit, je vais ouvrir les hostilités sur le programme du gouvernement et le budget qui nous est présenté. Et mon propos s'articule sur 4 points, à savoir les recettes. J'ai un mot sur la DGI et l'OFIDA. Je jetterai un coup d'œil sur l'exécution du budget 2008 et l'articulation du programme du gouvernement aujourd'hui. Et enfin, je parlerai, Monsieur le Président, de recettes extérieures, ressources extérieures. Et enfin, je terminerai par la solidarité nationale. Monsieur le Premier ministre, je dois dire
un mot à ce qui vous concerne. Ce mot, c'est de vous féliciter parce que vous avez lâché le mot le plus important pour moi. Vous avez reconnu les sous-estimations des prévisions des recettes. Nous nous sommes époumonés ici dans cette salle. Au niveau de l'ECOFIN, et je parle ici sous le contrôle de Jean-Lucien Buissa, de Massala et de Koutekala, j'ai démontré par 1 + 1 = 2 que les prévisions qui étaient assignées aux régies étaient sous-estimées. Mais je n'ai pas été suivi. Aujourd'hui, je crois que tous nous sommes rangés. C'est devenu une parole de la palisse parce que c'est sorti de la bouche du Premier ministre. Là-dessus, je me dois de le féliciter. En ce qui concerne les recettes, donc la DGI et l'OFIDA, Monsieur le Premier ministre, aucune réforme amenée aujourd'hui ne peut conduire à des résultats immédiats. Aucune. Il faut au moins un délai de plus ou moins 3 ans. Or, nous avons un système fiscal dépassé, archaïque. Monsieur le Premier ministre, par paresse, nous n'avons pas voulu nous mettre à la page de l'innovation. Nous avons une législation fiscale qui elle-même est obsolète. Elle est aussi dépassée. Elle mérite d'être actualisée. Et nous devons avoir le courage, comme certains pays l'ont fait, le Mali l'a fait. Ils se sont arrêtés à un moment donné et ils ont proposé quelque chose de plus fort. Ce que je vous suggère ici pour la RDC, c'est une refonte totale du système fiscal d'imposition en place et une adaptation courageuse de la législation. Ceci passe par une nécessité de garder le niveau de recette à son niveau ou de l'améliorer. Et c'est à ce moment que j'interviens pour présenter le travail que nous avons abattu, moi avec mon coproducteur principal, M. François Kabala, qui est président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Nous avons suggéré, Monsieur le Premier ministre, un système d'imposition intérimaire, ce que nous avons appelé impôt général libératoire et qui serait mis en place immédiatement. Nous avons tout calculé ici. Il vous permet de réaliser le double des recettes de la DGI pour l'année 2008. Ce système, il peut être expérimenté. Et nous ne sommes pas de savants, on pourra peut-être l'améliorer. Mais il est un système intérimaire qui utilise moins d'agents et qui permet aux agents de contribution des impôts de s'adonner à la refonte du système fiscal de manière qu'à l'issue de notre mandat qui a déjà, sur lequel on a déjà grignoté 2 ans, que nous mettions au moins en place un système fiscal phare, un système fiscal fiable. Vous découvrirez, je vais donner les copies de ces documents au bureau, au gouvernement, à la DGI, je crois que c'est représentation dans la salle. Je reviens au niveau de l'OFIDA. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans cette salle. Nous avons, Monsieur le Président, mis en place, nous avons ressuscité des taxes qui, hier, étaient en veilleuse. Nous avons voté ici nous avons mis en place le tarif douanier. Monsieur le Président, nous avons fait un effort qui n'a pas été évalué et nous nous posons la question de savoir aujourd'hui si les recettes qui nous sont présentées proviennent des sacrifices consentis ici ou d'ailleurs, et je ne suis pas sûr, dès lors que nous avons une inflation qui a atteint 20% et qui a revu à la hausse les bases d'imposition, tant pour l'OFIDA que pour la DGI, je ne suis pas sûr
que nos mesures aient été suivies des faits ou bien qu'elles aient été le plus efficacement du monde mises en œuvre. Je reviens, Monsieur le Président, sur l'attrait. L'attrait pour des contrats. Le contrat BIVAC, le contrat AUFS, le contrat CTC. Monsieur le Président, au travers de ce contrat, l'Office des douanes et accises, c'est un contrat qui a été signé par nos frères Marco Bangouli, ministre, et Rugiza comme ADG. Au travers de ce contrat qui a mis la charge de Zaja Bivac, qui a chargé la marchandise de payer la rétribution, la rémunération de Bivac. Par ce même truchement, l'OFIDA et même le ministère des Finances ont créé un nouvel impôt au mépris des dispositions de l'article 194 de la Constitution qui stipule qu'il ne peut être institué d'impôt qu'en vertu d'une loi. Monsieur le Président, j'ai pris à titre exemplatif l'année 2007, c'est-à-dire les importations qui ont été opérées à cette période-là. Ça me donne, Monsieur le Président, plus ou moins 7... Collègues, je sais que vous nous dites des choses très intéressantes, mais j'ai l'obligation de vous rappeler les temps impartis. Je vous en prie. 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 J'entends, mes chers amis, assumer les obligations découlant de l'article 29 du règlement intérieur. Vous avez 12 minutes déjà de parole et je voudrais que les collègues de votre groupe qui vont parler en tiennent compte. Allez-y, ce sont de bonnes choses, mais les collègues de votre groupe doivent en tenir compte. Alors, pourquoi vous vous agitez? Allez-y. Monsieur le Président, ce que nous disons est important pour notre commission ECOFIN. Ça ne sert à rien de nous renvoyer une matière quand nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, à partir d'ici, appréhender les aspects essentiels de ce que nous allons décortiquer. Allez-y, pas de polémique, collègue, allez-y. Moi, je dis, Monsieur le Président, rien que le contrat BIVAC, en prenant la moitié des importations et en y appliquant le taux qui a été prévu, on est à plus ou moins 7 milliards 760 millions de francs congolais qui ont été mis à la charge de la marchandise. Ces 7 milliards de francs congolais flottent car le contrat garantit à ces gens le transcongolais, flotte car le contrat garantit à ces gens le transfert vers leur pays de cet argent-là. Il joue sur la demande en devise. Et il fausse même les données, de notre cadre macroéconomique en ce qui concerne, Monsieur le Président, le taux de pression fiscale. C'est très important, Monsieur le Président, et je demande au Premier ministre, dans la mesure où il doit faire sienne ce que nous sommes en train de dire ici, qu'il nous débarrasse de ce contrat qui s'apparente à des contrats léonais. Car je veux dans l'autre contrat OFES, Monsieur le Président, ce contrat... OFES, oui. Okay. Ce contrat, il est de 54 millions de dollars. Une partie de cette facture est payée aussi par une charge à mettre sur la marchandise. Et au-delà, il est dit qu'une rétribution viendrait sur la plus-value à réaliser au niveau de l'OFIDA. Nos services, Monsieur le Président, réalisent d'année en année de plus-value. Il nous est difficile à ce jour d'appréhender la part de plus-value des recettes de l'OFIDA qui proviendrait de l'effort OFES. Ça fait un contrat léonais
dans sa constitution. Monsieur le Président, je reviens au programme du gouvernement. Quand je prends le programme du gouvernement, je prends les moyens de sa réalisation, c'est-à-dire le budget que nous sommes en train d'examiner maintenant. Je vais les transposer dans la feuille de route qui a été tracée par le chef de l'État. Les missions assignées au gouvernement. Il en résulte beaucoup de zones d'ombre quant à la capacité du gouvernement à réaliser cette feuille de route. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je demande à la plénière de me permettre de vérifier avec elle et d'attester, Monsieur le Président, le fait que le gouvernement ne sera pas en mesure de faire ce programme. Le premier paramètre de vérification, Monsieur le Président, c'est la discipline budgétaire. En dépit du taux de réalisation des recettes courantes par les trois régies, de l'ordre de 111,3% à fin octobre 2008, avec 1 milliard de francs congolais réalisés contre 899,8 milliards assignés. Monsieur le Président, nous sommes surpris, j'admets, nous sommes surpris, Monsieur le Président, que le gouvernement ne soit pas en mesure de réaliser les objectifs qui lui ont été assignés par le Parlement. J'admets, Monsieur le Président, que les dépenses de souveraineté ont contribué pour beaucoup dans cette non-réalisation. J'accepte aussi que dans le contexte d'érosion monétaire, 20% on a dit, les surcoûts peuvent gonfler au moment de réalisation du budget les coûts de rubriques budgétaires. Cependant, il y a lieu de se poser des questions sur les dépassements très importants pour les 7 premiers mois de l'année, de l'ordre de 58,8%, soit 31 milliards de francs congolais, et 39,9%, soit 14 milliards de francs congolais, respectivement pour les ministères et les institutions. Alors que, Monsieur le Premier ministre, nous savons que les mêmes organes ont souffert de la carence des frais de fonctionnement pour les entités respectives. Il se pose là un réel problème de discipline budgétaire. De notre côté, Monsieur le Président, je continue à soutenir que le gouvernement a réalisé des économies en recettes par rapport aux objectifs assignés aux régies. Il en a résulté plus ou moins 101 milliards de francs congolais d'excédent sur les recettes. Je ne peux pas comprendre qu'en dépit de cela, et même au-delà, je me pose la question de savoir, et ces excédents proviennent essentiellement du renchérissement du coût de barils de pétrole, mais aussi de la sous-estimation des prévisions et d'évaluations qu'on a connues, qui ont augmenté les bases d'imposition. Je me pose la question de savoir comment le gouvernement, à sa seule initiative, a eu à utiliser cet argent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'un collectif budgétaire discuté dans cette salle. Qu'on nous dise aussi, Monsieur le Président, quelle en a été l'affectation. Le deuxième paramètre que je voudrais soumettre à vous, Auguste Assemblée, il est relatif à la mission reçue du chef de l'État de conclure un programme avec le Fonds monétaire international. Étant donné que le gouvernement doit assurer la stabilité macroéconomique, s'il veut conclure le programme FRPC avec le Fonds monétaire international et bénéficier au point d'achèvement de l'initiative PPTE, le Premier ministre peut-il peut-il alors présenter à l'Assemblée nationale le budget de stabilité qu'il entend exécuter pour ce faire? Peut-il en outre indiquer comment entend-il concilier ce budget de stabilité avec les exigences sociales de survie attestées par les différents foyers de tension et autres grèves observées
qui attendent le dénouement à travers les décaissements financiers de l'État. Comment va-t-il concilier cela avec l'autre exigence des décaissements importants destinés à honorer tous les engagements, tous les suspens engagés et liquidés de la chaîne de dépenses, estimés à fin octobre 2008 à 186 milliards de francs congolais, et ce, en dehors des charges de la période. Comment entend-il concilier cette exigence donc, de conclure avec le Fonds monétaire international un programme avec l'exigence inhérente au coût financier des améliorations salariales auxquelles s'est engagé le gouvernement dans son programme? Le troisième paramètre, Monsieur le Président, qui montre que le gouvernement sera en difficulté de conclure le programme avec le Fonds monétaire international, il est relatif aux approches du contrat chinois et des exigences du programme avec le Fonds monétaire international. Tout le monde, Monsieur le ministre, s'accorde à reconnaître à la RDC, en ce compris la communauté internationale, la faculté d'assurer son développement, de financer la mise en œuvre de ces infrastructures à travers le partenariat chinois. Mais selon la feuille de route délivrée par le président de la République, ceci doit se réaliser en même temps que la poursuite de l'objectif de faciliter à obtenir auprès des partenaires classiques. Le Parlement voudrait savoir la conciliation préconisée par le gouvernement pour ces deux approches, dans la mesure où tous les débats autour des partenaires classiques concluent que l'entrée de la RDC en programme FRPC demeure conditionnée par la force des arguments à apporter sur les points d'inquiétude ci-après. Le FMI, le Club de Paris, tous les bailleurs bilatéraux estiment que les charges du partenariat chinois sont insoutenables car ils génèrent un service de la dette soupçonné de pouvoir hypothéquer la croissance du pays. Donc, sur ce point, la RDC doit démontrer la soutenabilité de la dette contractée dans le partenariat chinois au regard des inquiétudes sur la réduction de la dette et sur la croissance. Toujours les mêmes clubs et les mêmes partenaires estiment aussi que la RDC n'est pas un pays riche, ce qui est vrai, et ne devrait dès lors pas prendre un emprunt au taux du marché proche de 17%, quand on sait que celui concédé par les partenaires dits classiques oscille entre 0,5 et 1%. Donc la RDC doit démontrer la concessionnalité de charges de l'emprunt chinois. Enfin, les mêmes partenaires redoutent l'effritement de la garantie constituée par l'État congolais qui conduira, et ceci est clairement dit dans le contrat signé, qui conduira à constituer d'autres garanties, ce qui amènera à faire gager les recettes de l'État. La RDC doit donc apporter la preuve que l'annulation en cas de défaillance de la garantie de l'État n'hypothéquera pas les recettes futures. Voilà, Monsieur le Président, les conditions qui sont posées pour ces deux approches. Enfin, j'ai un autre paramètre, Monsieur le Président, il est en rapport avec la circulation monétaire dans le pays. Et cette circulation monétaire, la monnaie étant prise comme élément de croissance économique. Il tient de relever ici la forte dollarisation de l'économie congolaise, sous-tendue par le dénouement de toutes les transactions en dollars américains et la préférence des citoyens pour cette devise. Celle-ci n'est pas incitative de la croissance, Monsieur le Président. En effet, les avoirs intérieurs de la RDC, monnaie, quasi-monnaie et provisions pour importation, se chiffraient à fin septembre 2008 à francs congolais 893 milliards. De cette enveloppe, les francs congolais représentent seulement 9%, soit 83 milliards, équivalent en dollars au taux de 550 à 148 millions de francs congolais, de dollars américains. Il me semble, Monsieur le Président, qu'avec une telle couverture
en francs congolais, il est quasiment impossible au gouvernement de financer les 5 chantiers. Si déjà un projet d'investissement de 150 millions de dollars américains doit mettre à mal ou absorber toute la capacité d'intervention de la Banque centrale, dans la mesure où l'exécution des marchés est une demande intérieure qui nécessite des francs congolais parfois inexistants. Monsieur le Président, cette absence avérée de circulation monétaire handicape la croissance dans notre pays et doit donc s'inviter à nos débats budgétaires afin de responsabiliser les autorités financières, dont le ministre des Finances qui est ici, l'autorité monétaire, le gouverneur de la Banque centrale, a doté le pays d'une masse monétaire compatible avec l'ambition pour une croissance économique forte et durable, promise au pays par le gouvernement. Et de régler en même temps l'épineuse question de la hauteur quantité de billets de banque et de la teneur valeur faciale de ce billet. Tant il est vrai, Monsieur le Président, qu'au fin du bon maniement, c'est la qualité de la valeur faciale de la monnaie qui amène nos concitoyens, qui les attire vers les devises étrangères. Face à ce tripatouillage monétaire, où nous n'avons que 10%, ma question au gouvernement est de savoir quelle est la parité réelle du franc congolais au moment où tout se fait en dollars, tout est dollar. Nous ne sommes pas là face à une parité biaisée. Quel est l'intérêt que nous avons à faire circuler concomitamment les francs congolais et les dollars dans notre pays? Moi, je crois que tout ceci, le Premier ministre doit quand même nous donner des indications là-dessus, et le ministre des Finances qui sont dans cette salle. Monsieur le Président, je voudrais parler des ressources extérieures. Nul n'est censé ignorer que depuis 3 ans, nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international. Et je ne pense pas que nous allons y accéder de sitôt au regard de ce que je viens de dire ici. Monsieur le Premier ministre, pourquoi continuez-vous à inscrire au budget les ressources extérieures qui nous semblent aléatoires? Parce que les dons et appuis au budget sont totalement inexistants. Pendant ce temps, l'emprunt pour investissement, nous n'avons reçu que plus ou moins 28%. Et cette enveloppe, ça nous fait 900 milliards de francs congolais. Et c'est sur cette enveloppe que vous avez greffé l'essentiel de nos travaux que nous appelons, nous, 5 chantiers. Alors, je me demande où nous allons. Monsieur le Président, je vais bien vouloir demander au Premier ministre de nous éclairer là-dessus. Et je vais atterrir par le devoir de solidarité nationale. Attendez, collègues. Chers collègues, je reçois quelques notes, si vous voulez, de protestation, indiquant que le collègue dit de très bonnes choses, mais il faut tenir compte des autres membres de son groupe. Aussi m'en vais-je vous poser la question, s'il vous plaît, parce que je suis déjà à 30 minutes. Donc, en principe, il n'y a plus que 15 minutes pour les autres. Êtes-vous disposé à lui accorder une rallonge de 10 minutes? Qui sont pour la rallonge de 10 minutes? Moi-même aussi. Qui sont contre? Bien, accordé en dehors du quota. Allez-y, 10 minutes. Monsieur le Président, sur ce point précis, Monsieur le Président, je voudrais dire ceci à Monsieur le Premier ministre. On ne peut pas bâtir une nation car des règles de solidarité n'ont pas pour socle l'équité. Les catastrophes de Goma et de Bukavu n'ont retenu l'attention du gouvernement que du bout des lèvres, car les populations sinistrées et les maisons détruites sont toujours en abandon.
les déplacés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la province orientale. Décidément, tout le monde atterrit sur sa circonscription. Hein. Ne peuvent compter que sur... Ils ne peuvent compter que sur l'action humanitaire étrangère. Aujourd'hui, le risque de voir les villes de Bukavu, Mbujimaï, Kananga et Kinshasa rayées de la carte du pays, à cause du mauvais état de leur voirie et des grandes érosions irrecensées devient de plus en plus grand. Les travaux de lutte contre de lutte anti-érosive nécessitent, Monsieur le Président, des moyens importants. Pour la ville de Kinshasa, les études qui sont dans les tiroirs du gouvernement montrent qu'il s'agit, pour mettre un terme, disons, à rayer le phénomène érosion, il nous faut une enveloppe de 53,3 millions de dollars, qui se répartissent comme suit, Monsieur le Président. 7,8 millions pour le site camping, 8,5 millions pour le site Bolikango, 13,5 millions pour le site Unikine, 12 millions pour le site Manenga, 3,5 millions pour le site Kikusa, 3,5 millions pour le site Ngafani et 6 millions pour le site Masikita, 3 millions pour le site Ipen, 3 millions pour le site Massina, Baouba, 2 millions Pia pour le site Mpia, 3,5 millions pour Ngaliema, 4 millions Maluku, 8 millions de Kindele, 3,5 millions Mbala, 2 millions Dumez et 15 millions Mataba. Les études pour Bukavu, Kananga, Mbujimaï n'ont pas atterri à notre table. Je demande, Monsieur le Président, au regard du caractère aléatoire des recettes sur lesquelles on greffe tout ceci, que cette charge soit prise, soit, monsieur, imputable aux recettes qui sont réalisables. Cela est possible par les économies qui ont été préconisées ici. Je voudrais aussi demander, Monsieur le Président, que le budget prévoit le dédommagement de toutes les personnes qui ont perdu leur maison. À Mama Mobutu, 54 maisons. À Manenga, 28 maisons. Et je crois que la liste est longue. Je n'ai pas pu avoir... Les amis de Kinshasa pourront nous aider pour avoir les dégâts pour les autres sites. Ceci se justifie, Monsieur le Président, par la faillite de l'État dans ses missions protectrices, de maintenir toutes les voiries urbaines en bon état et de disposer d'une compagnie d'assurance fiable. La faillite de la SONAS par rapport aux souscripteurs d'assurance vie. Nos permis n'ont jamais été rétablis, donc ceux-ci n'ont jamais été rétablis dans leurs droits, et ceci a éloigné cette institution des agents qui ont besoin de ces services, dont plus personne n'assure sa maison. Ma présente requête s'appuie aussi sur une exigence d'équité en faveur des Kinois, à l'instar de ce que votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, a posé comme geste louable, 800 000 $ en direction des populations de Kabambare et de Kassongo qui avaient vu leurs habitations brûler mystérieusement entre mai et juin écoulés. Je veux demander, pour éviter que ces populations ne connaissent pas le sort de ceux-là qui ont perdu leurs biens lors des dernières pluies et qui ont été jetés quelque part à Kimbanseke et à Massina, que la charge d'indemniser ces gens revienne, soit, Monsieur le Président, piloté par les députés élus de la ville de Kinshasa. Pour finir, Monsieur le Président, je voudrais insister, juste 2 mots, je voudrais insister sur l'inexécution ou bien l'exécution exacte du budget. Monsieur le Président, pendant que des ministères ont vu leurs crédits gonfler,
mais des services importants, notamment les dépenses des rémunérations, n'ont été exécutées qu'à hauteur de 80%. Et pourtant, c'est de ces dépenses, Monsieur le Président, que doit être jugée la crédibilité. C'est même un critère de performance pour le gouvernement. S'agissant de ce point précis, Monsieur le Président, quand je jette un coup d'œil sur le budget, je veux me rendre compte, Monsieur le Président, que dans le budget qui nous est présenté, des services qui n'ont pas grand-chose à apporter sont, Monsieur le Président, dotés de chiffres importants au niveau du ministère du Travail, alors que ce transfert, cet argent aurait pu peut-être profiter à l'ONEM, l'Office national pour l'emploi. C'est des montants, nous allons demander à l'ECOFIN de bien vouloir en transférer, de transférer ces rubriques, c'est le rubrique 62, au budget de l'ONEM. Enfin, Monsieur le Président, j'ai dans la salle l'administrateur délégué de la société sucrière de Kiliba. Vous connaissez tous, et l'honorable Vitakwira y est revenu, toute l'économie du Sud qui vous tournait autour de Kiliba, tournait autour de la cimenterie de Katana, qui sont toutes en abandon aujourd'hui, tournait aussi autour du port de Kalundu. Il est venu, sachant que j'intervenais, Monsieur le Président, me remettre un pli pour demander, pour dire ceci au gouvernement. Il a été prévu 200 millions de dollars, de francs congolais pour cette cimenterie. Alors qu'on sait que la production de celle-ci a servi non seulement le Sud Kivu, mais aussi le Katanga et le Kasaï. Monsieur le Président, les 200 millions au moment où nous allons approcher la clôture de l'année budgétaire n'ont pas été débloqués. Je vais demander, Monsieur le Président, que le Premier ministre, pour la période qui nous reste, veuille bien jeter un regard sur cette société de l'État. Et le document que m'a fait parvenir l'administrateur délégué est là, Monsieur le Président. Si vous permettez, je peux le remettre au ministre. Collègue, une seule minute. Monsieur, une seule minute. Ok, Monsieur le Président. Donc, si on peut jeter un regard vraiment sur cette compagnie et permettre de débloquer ce dont elle a besoin, ce qu'elle a demandé. Enfin, Monsieur le Président, parce que nous nous sommes alignés sur l'objectif de réforme, nous ne pouvons que demander, appeler à voter, à recevoir ce budget, de manière à nous permettre de nous accorder avec le gouvernement pour que ces réformes soient réellement tenues. Et nous avons besoin de réformes en profondeur. J'ai dit, Monsieur le Président, et je vous remercie. Le collègue Potoy. Le collègue Potoy. Monsieur le Président, nous avons eu de l'eau du fait du terminé, gouvernement. collègue. J'espère que nous aurons toujours cette eau chaque jour. Il ne faut pas tricher. Tout à l'heure, les membres du bureau ont protesté en me disant que, en fait, le collègue s'adresse toujours à leur circonscription, mais nous, au bureau, finalement, il n'y a personne qui parle pour nos circonscriptions. Alors, j'ai réagi en disant que peut-être qu'à un moment donné,